La mort, c'est ma vie, du professeur Philippe Boxeau. Chapitre 1. Un si beau meurtre. Que de sang! J'en ai déjà vu. Des mares de sang, mais pas comme celle-là. On dirait que ça vient de la jonction entre la droite du cou et l'épaule. C'est bizarre. Je n'ai encore jamais vu ça. Comment dites-vous, docteur? Rien, je parlais tout seul. Je fais souvent ça. Ah, bon. Et vous parlez aussi aux cadavres, comme dans les séries? Oh non, jamais, ça ne sert à rien. Ils ne vont pas me répondre. Ah, ça c'est sûr. Vous en pensez quoi, docteur? Que ça pue le meurtre. À plein nez. Il avait des ennuis, cet homme-là? Ben oui, sa femme Anouchka et son amant. Ils cumulent pourquoi les deux? Sa femme, je peux comprendre, mais l'amant. D'habitude, ces gens-là n'en veulent pas au mari. Oui, mais l'amant, c'est son associé qui affirme que le mort a tiré du pognon dans la caisse. Ah, ok, ben alors, on a tout le cul et les écus, n'est-ce pas? Merveilleux? Je lève les yeux du corps et je regarde la porte par laquelle je suis entrée dans la maison. En arrivant, j'ai été surpris de la trouver ouverte parce qu'il fait vraiment très froid dehors. De plus, c'en était fini pour l'évaluation du moment du décès. Les portes ouvertes amènent une modification de la température ambiante, celle dans laquelle le corps du défunt s'est trouvé pendant un moment. Or, la température ambiante est un élément déterminant pour évaluer le moment du décès. Je décris comment on évalue le moment du décès dans mon deuxième livre, mais c'est un peu loin, alors je le rappelle. 5 éléments sont à relever afin de l'évaluer lorsque la mort est survenue moins de 24 heures avant l'examen. Passé ce délai, cette technique n'est plus efficace. Il faut relever la température ambiante, relever la température rectale du cadavre, estimer le poids du corps, vérifier s'il est dans l'eau ou non et en mouvement ou non, voir comment il est habillé. Tout cela joue dans cette évaluation. Il y a quelques années, j'étais pour une autopsie accompagnée d'un stagiaire. C'était son premier examen de cadavre. Je lui tends mon thermomètre en lui disant « Il me faut la température rectale ». À son air ahuri, je comprends qu'il n'a pas compris. La température rectale permet d'évaluer le moment du décès. Il se ressaisit, se lève et quitte la pièce. Je le rappelle. Mais où vas-tu? Il est ici le cadavre. Ben, aux toilettes pour prendre la température rectale. Me voilà sur le cul. La température rectale du cadavre me semble obligé de préciser. Le principe de cette technique réside dans le fait que lorsque l'on meurt, le corps ne produit plus l'énergie qui permettrait de conserver une température interne à l'équilibre autour des 36 degrés. Progressivement, la température du corps rejoint celle de l'ambiance dans laquelle il se trouve, plus ou moins vite en fonction des éléments décrits ci-dessous. S'il est chaudement vêtu,
Cela prend plus de temps que si il porte juste un t-shirt. S'il est gros, cela prend plus de temps que s'il est maigre, etc. Toutes ces données sont intégrées sur un schéma ou dans un logiciel qui nous permet de déterminer une période de 6 heures durant laquelle la mort est survenue. On est loin de la précision des films qui défient les lois de la physique. Qui a ouvert la porte? Elle l'était quand nous sommes arrivés. C'est la personne qui a découvert le corps, alors? Non, ça c'est son voisin d'en face. Il sortait les poubelles et a été intrigué que la porte soit ouverte. Il a appelé, est entré et a découvert le corps là où il se trouve encore. Depuis la maison du voisin, on voit effectivement la porte grande ouverte. Le corps est couché sur le ventre dans le salon, devant une petite table sur laquelle devait se trouver un téléphone qui est tombé par terre. Nathan est vêtu d'un pull et d'une chemise, comme quelqu'un qui se trouve à la maison. Pourquoi a-t-il ouvert la porte? Peut-être parce qu'on a sonné, qu'il est allé voir qu'il est tombé sur son agresseur, qu'il lui a porté un coup avec un instrument qui reste à déterminer. Nathan est ensuite rentré dans la maison sans prendre le temps de refermer la porte, comme pour s'enfuir. Il est allé au téléphone, sans doute pour appeler à l'aide, mais il n'en a pas eu le temps. Là-dessus, je m'en vais téléphoner au procureur qui m'a requis. Madame le procureur, vu les circonstances, je n'ai pas osé toucher au corps, plus que par les yeux, mais il est mort d'une petite sanguine massive suite à un traumatisme qui l'a atteint à la jonction de l'épaule et du cou. Il y a quelques gros vaisseaux sanguins dans cette région qui font de bons candidats à la section vasculaire, mais surtout, je ne trouve aucune arme sur place. J'ai besoin de l'examiner plus avant pour découvrir la plaie et évaluer le type d'arme qui a servi. Voilà. Ben, docteur, j'envoie le labo et je saisis le juge d'instruction. À tout à l'heure. Je sais que j'en ai comme d'habitude pour 3 bonnes heures avant que le labo finisse son travail. Il fait un froid à fendre pierre en cette fin d'hiver. Des stalactites pendent de la corniche de certaines maisons, ce que l'on voit rarement en Belgique. En bon frileux, je suis largement couvert. Dehors, la neige a étendu son manteau blanc sur les jardins, les arbres et tous les alentours. Les rues sont dégagées, mais pas les allées des particuliers. Et visiblement, Nathan n'a pas dégagé la sienne. On y voit les traces de pas de tous ceux qui sont venus sur les lieux. Le voisin, les policiers, moi-même. Vu l'évolution de la situation, les policiers sécurisent la zone des pas. On y voit des traces de chaussures à semelles bien marquées, comme celles des policiers et les miennes. Des traces de chaussures à semelles lisses, comme les pantoufles de Nathan et sans doute celles du voisin, et c'est tout. Des traces à semelles lisses
vont jusqu'aux poubelles sur le trottoir devant sa maison. Nathan a donc sorti ses poubelles comme le voisin après lui. En tout cas, il n'y a pas d'autres traces de pas que les siennes à cette hauteur. S'il a été agressé, ce n'est pas à ce moment-là, mais plus tard. Une fois rentré à la maison, une question me vient. Dites, il vivait seul, Nathan? Oui, il y a 2 semaines, sa femme est partie vivre chez son amant. Et il n'a pas d'animaux domestiques? Un chien? Il avait un chien, mais sa femme l'a emporté avec elle. Excluez bien cette zone autour des poubelles, parce que au moins là, on sait que ce sont les empreintes de Nathan. Ça peut servir de référence pour le labo. On parle de référence quand on identifie formellement une trace. On parle de trace quand on ne l'identifie pas. Par exemple, si je donne mes empreintes digitales, c'est une référence car on sait avec certitude que ce sont les miennes. Par contre, une empreinte digitale sur une scène de crime est une trace car on ne sait pas à qui elle appartient. J'ai à peine fini d'observer les traces de pas que Valérie, le technicien de scène de crime du labo, est déjà là. T'as fait vite? J'habite le village juste à côté. Je viens en voisin. Tu ne connais pas Nathan et sa femme Anouchka? Non, j'ai vérifié les identités avant d'arriver. Je ne les connais pas. Heureusement, sinon j'aurais dû demander à la seconde garde de prendre ma place, mais il habite à plus de 50 kilomètres. Je te dis pas le délai d'intervention. T'as une combi pour moi? Je vais t'aider. Plutôt que de patienter bêtement dans un café, je préfère être utile. C'est habillé en cosmonaute que j'entre dans la maison avec Valérie. Après avoir relevé les empreintes digitales sur la poignée de la porte, côté rue et sur la sonnette, Valérie s'attelle au prélèvement sur le corps. Il dispose des bandes de papier transparentes et autocollantes sur le corps. Il les numérote au fur et à mesure, tandis que je note pour lui l'endroit où tel numéro est déposé. C'est un élément fondamental car ainsi il sera toujours possible d'identifier avec précision la région du corps d'où provient tel prélèvement, ce qui peut être important dans le cadre d'une enquête. Une fois cette face du corps couverte, Valérie prend une photo pour bien répertorier où chaque bande se trouve. Ensuite, il reprend chacune des bandes et les dépose sur le fil de protection transparent lui aussi. Le traitement fini se fait au labo avec un banc de lumière, un rétroéclairage, pour vérifier quels indices utiles ont ainsi été prélevés et les analyser de manière plus précise en faisant éventuellement appel à des experts spécialisés. Je retourne le corps et mon collègue remplit comme pour l'autre face. Je prends note. Valérie prend une photo puis prélève les bandes.
C'est une étape très importante dans le déroulement de l'enquête. Elle est basée sur le principe de Locard, que je résume ainsi. Tout contact laisse une trace. Nathan a été agressé par un tiers. Il est possible qu'il se soit défendu avant de recevoir le coup fatal. Si c'est le cas, il est possible qu'il y ait eu une bagarre et que les deux protagonistes aient été au contact l'un de l'autre. Dans ce cas, des fibres ont pu passer d'un vêtement à l'autre. C'est notamment cela que l'on cherche. Entre-temps, les magistrats sont arrivés avec les enquêteurs de la police judiciaire. Je vais les saluer, puis je retourne auprès de Valérie qui a fini d'emballer les prélèvements. Le corps est à moi. Enfin, le corps est resté sur le dos. J'ai demandé à Valérie de ne pas le remettre en position de découverte, mais en décubitus dorsal pour pouvoir défaire plus facilement les boutons de la chemise. Les magistrats sont là. Je leur explique la position initiale. Le téléphone tombé de la table. La main de Nathan près du cordon qu'il touche de l'extrémité de l'index droit. Et devant eux, je commence le déshabillage. Nathan se retrouve nu comme un verre, ce qui constitue la seule manière d'examiner correctement un corps. Je le retourne, j'allume ma lampe frontale et je